Je disais effectivement docteur, parce qu'effectivement depuis tu as eu ton doctorat, mais je me souviens qu'il y a 6 ans, tu nous avais parlé d'une chose intéressante, c'est que tu rêvais d'être journaliste. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien... Et aujourd'hui, c'est bon. Et aujourd'hui, j'ai la carte de presse, j'ai tout ce qu'il faut, je suis là. Monsieur a sa carte de presse carrément. Et on va discuter de tout ça avec toi pendant cette heure. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Journaliste scientifique, ouais. Sens large du terme, notamment pour le magazine en ligne Brut. Exactement, ouais. Alors, tu es avant tout docteur en neurosciences et chercheur. Alors, j'ai arrêté la recherche. T'as arrêté la recherche. J'ai complètement arrêté. Tu as trouvé. Ouais, c'est ça. Ou tu t'es trouvé, en tout cas. Ouais, exactement, ouais. Je me souviens que t'étais un huge fan de hip-hop aussi. Toujours à fond. Toujours. Et d'ailleurs, à l'époque, je rappelle la science. Ça a été mon premier truc. On va reprendre les raps scientifiques. Là, j'ai laissé passer quelques années, parce qu'il fallait se faire de l'expérience un peu plus classique, on va dire. Mais on va revenir avec du rap scientifique assez sale et assez vulgarisateur, évidemment, parce que ça reste l'objectif. On va revenir à Chandrou, puisque effectivement, Dr Kumar, bonsoir à nouveau. C'est pompeux. Mon Dieu, que c'est pompeux. Mais c'est pompeux, mais j'adore. Quand j'étais cet après-midi, je discutais avec quelques collègues de travail. Et je leur disais, ce soir, je reçois un docteur. Et là, les mecs, ils étaient verts. On va pas rigoler, on va parler sérieusement. Et là, et après, j'ai présenté, et puis je vous dis, vous avez vu l'affiche qu'il y a dans mon bureau ? C'est lui. Ah, et tu sais que ça m'a touché, franchement, de savoir, pour la petite histoire, c'était des posters qu'on avait fait il y a 4-5 ans dans le cadre d'une recherche de fonds, en fait, sur les trucs comme Kickstarter, Ulule et tout. Et effectivement, tu avais soutenu le mouvement à l'époque en participant, ça m'avait permis de faire quelques vidéos. Et donc, en cadeau, je donnais des petits, des posters notamment où il y avait écrit, si mon souvenir est bon, c'est pas la taille qui compte, c'est le nombre de neurones. C'est exactement ça. Et ça, c'est un truc qui m'a jamais lâché, du coup, que j'ai. Donc, ça fait sourire les gens la plupart du temps quand ils les voient, et j'explique du coup qui est la personne derrière. Donc c'est toujours tu vois, du coup tu me suis au quotidien. Et ça fait plaisir d'entendre. Voilà. Donc ce qui était sympa à l'époque, et ce qui est toujours sympa, c'est que on avait parlé de ta chaîne YouTube avec le personnage que tu t'étais créé pour l'occasion, qu'on appelait Droopix. Droopix aujourd'hui. Alors, ce que je disais, est-ce que 6 ans après, où en est le dédoublement de personnalité entre le Dr Kumar et Mr Droopix? Non, en fait, à l'époque, c'est vrai que j'avais créé un personnage. Parce que pour être très transparent, j'avais un petit problème de légitimité. Je me sentais pas légitime de parler en mon nom. Au début de mon doctorat, j'avais besoin de prendre de la distance. Et moi aussi, ayant grandi dans un environnement rap, on a très souvent un alias, en fait, un blaze, un AK, enfin, ce que vous voulez, mais en tout cas. Donc à l'époque, je crée ce personnage qui me permet en fait de m'exprimer, tout simplement. Maintenant, quasiment 10 ans après, l'année prochaine, ça fera 10 ans que j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube. Effectivement, j'ai grandi, la barbe a un peu blanchi, les cheveux sont plus longs, mais il y a un petit trou là au milieu qui rappelle que le temps passe. Et donc j'ai pris un peu de distance sur le personnage parce que j'ose plus faire les choses par moi-même. Aussi parce que dans le journalisme, j'étais un peu moins pris au sérieux avec le personnage. Maintenant, j'ai une affection énorme pour le personnage, et puis la blouse, il y avait une blouse qui était un peu pimpée, qui avait été brodée et tout ça, donc c'était hyper stylé. Donc j'espère faire revenir Droopix incessamment sous peu, sous une forme pleinement assumée. J'espère pouvoir le faire à travers de la fiction pure. Maintenant voilà, faut laisser le temps aux choses de se faire, mais j'ai tellement d'affection pour le personnage que j'espère le ressortir, peut-être cette fois plus à destination des jeunes et plus dans de la fiction, parce qu'aujourd'hui parler en tant que moi-même me remplit. Je sais qu'effectivement il y avait pas mal de petits dessins, de petites entre guillemets caricatures de toi en Droopix avec la casquette et tout, c'était vraiment, et je me disais toujours, sous forme de dessin animé, ça pourrait être pas mal aussi, quoi. Tellement, tu vois, un peu comme le dessin animé qu'a pu faire Tony Parker avec des enfants qui l'entraînent au basket. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai l'idée de faire un truc à la bus magique, en fait, une sorte de bus magique. Un petit peu comme, tu sais, il y avait le professeur Moustache avec la voix de Morel. Marion Montaigne. Ouais, c'est excellent. Le professeur Moustache sur YouTube, c'est à pleurer de rire. C'est top, je crois que c'était Arte qui produisait en plus. Ouais. Donc on est sur de la belle prod, exactement. J'adorerais faire un truc dans le genre, j'adorerais. C'est effectivement alors ta relation aujourd'hui avec parce que c'est vrai que tu as évolué en tant qu'homme, en tant que scientifique, en tant que journaliste,
quel est aujourd'hui ton rapport avec la science et les neurosciences en particulier, que tu, ce qui était je dirais ta matière de prédilection aujourd'hui, est-ce que c'est toujours quelque chose que tu mets en avant dans ton travail de journaliste? C'est quelque chose qui est, on va dire, qui est peut-être transversal à ton travail de journaliste, je sais pas. Ouais, je dirais que c'est assez transversal. À la base, j'ai vraiment été identifié dans le milieu des médias comme expert en neurosciences. Au-delà de l'expertise en neurosciences, il y a aussi une connaissance de la démarche scientifique et une vraie pratique de la science. C'est-à-dire que j'en ai passé du temps en laboratoire, j'ai fait des expériences chez l'être humain, j'ai fait des expériences chez l'animal, j'ai des publications scientifiques à mon nom. Donc en fait, cette démarche scientifique, j'ai envie de dire, est vraiment transversale dans toute ma façon d'aborder la science. Maintenant, ça me permet aussi d'avoir un petit pas de côté. D'une part sur des journalistes qui auraient plus de formation journalistique mais peut-être moins scientifique, et c'est là que la diversité de profils fait la force. Et puis peut-être qu'aussi le deuxième point, c'est que ça me permet aussi d'avoir du recul sur le traitement des neurosciences dans les médias. On a tendance aujourd'hui à vouloir tout expliquer à travers les neurosciences. On a tendance à vouloir résumer le cerveau à des zones qui s'activent et qui se désactivent. On va dire oui, la dopamine, c'est la sérotonine, c'est le bonheur, la dopamine, c'est le plaisir. Et donc voilà, j'aime avoir une autre vision des neurosciences qui, pour moi, doit s'intégrer à plein d'autres sciences et qui n'est pas le seul facteur d'explication du monde. Aujourd'hui, je trouve qu'on détourne aussi beaucoup les neurosciences pour des intérêts économiques. Et donc voilà, je garde aussi beaucoup de recul là-dessus. Et donc quand je vais sur les neurosciences, je pense et j'espère modestement faire des sujets qui sont un peu différents. Parce que voilà, pour moi, les neurosciences sont un outil incroyable, tout comme la science est un outil incroyable, mais ça reste des outils, donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et c'est toute cette petite nuance que j'essaye de montrer dans mes différents sujets, ouais. Ok, très bien. Bah écoute, ça c'est effectivement c'est des sujets hyper intéressants. On parlera effectivement tout à l'heure de ta façon de traiter justement ces sujets sur Brut notamment, puisque c'est vrai que c'est là où on peut te voir le plus souvent, en tout cas sur les internets. C'est là qu'on peut plus voir mon travail. La particularité de Brut, c'est que c'est rarement des sujets incarnés. Du coup, on me voit très peu, et donc c'est ce qui fait que on n'a pas forcément conscience de tous les sujets que je peux faire pour Brut, à la différence effectivement par exemple de l'émission de Jamie. Jusqu'à l'année dernière, j'étais dans l'émission C'est Jamie sur France 5, où là pour le coup on me voit et c'est pas de l'interview, c'est vraiment moi qui parle, donc c'est un rapport qui est totalement différent, ouais. Brut, j'aime bien ce côté invisible. Parce que ce qui compte, c'est le sujet avant tout. Il n'y a pas d'incarnation, donc ça me plaît bien. Après, j'aime incarner. Pour France 3, j'ai incarné. Voilà, chaque média a ses particularités. On va parler effectivement de ta relation avec Jamie Gourmaud, de ta rencontre avec lui, comment tout ça s'est fait aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir. Effectivement, il y a 6 ans, c'était peut-être un rêve. De ouf. Et c'est devenu une réalité au fil du temps. De ouf. Et donc, c'est vraiment... C'est vraiment, je dirais que c'est dans tous les invités que j'ai eus depuis maintenant bientôt 8 ans dans cette émission, je pense qu'effectivement, Chandrou, c'est un des invités qui m'aura le plus inspiré. Mais franchement, ça me va droit au cœur. Avec qui, effectivement, on est resté. Alors même si c'était lointain, on est resté quand même en contact au fil du temps. Et j'ai toujours suivi ton parcours aussi. Et moi, je suis hyper bluffé par. Voilà, c'est vrai que les neurones c'est important, mais franchement quand c'est traduit de cette façon-là, c'est super plaisant en même temps, quoi. Merci beaucoup. Parce que effectivement, tu pourrais être vraiment un docteur bien chiant, bien pédant, et pas du tout. Le mec, il est extra cool. Et franchement, ça c'est vraiment très agréable. Donc on va parler aussi de ton parcours effectivement journalistique. Alors effectivement, on parlait de Jamie Gourmaud, on parlait de Brut. Tu as aussi collaboré à Radio Nova, tu as également un article dans l'IB. Ouais. Voilà, donc le gars, voilà, il en impose un peu quand même. Toi, tu avais rencontré Jamie Gourmaud, avec qui tu as collaboré sur France 3. France 5, ouais, exactement. France 5, pardon. Sur France 5. Et du coup, comment s'était fait cette rencontre avec Jamie ? La rencontre s'est pas faite avec lui directement. Franchement, comment ça s'est passé ? C'est simple, je me suis réveillé un vendredi matin. J'avais un message sur mon répondeur qui me disait « Oui, bonjour, je suis producteur pour la boîte de production du coup qui allait produire la nouvelle émission de Jamie qui était C'est Jamie. » Et il se trouve qu'il était tombé sur une de mes rares vidéos que j'ai partagées sur les réseaux où je rappelle les douleurs menstruelles. Je me suis dit, il faut quand même qu'on explique ce qui se passe à l'intérieur de toutes les femmes qui nous entourent. Et donc, je l'avais fait en rappant. Et donc, le producteur m'a appelé en me disant, voilà, on a vachement apprécié votre travail. On aimerait bien voir dans quelle mesure vous pourriez le faire dans la nouvelle émission de Jamie. Et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, le temps de quelques discussions, d'envoyer quelques vidéos de test,
On a vu qu'au final, je pouvais m'intégrer à l'émission et du coup, j'ai fait 2 saisons avec eux dans C'est Jamy, ouais. C'est quand même assez incroyable que ces 2 thématiques aient pu unir un docteur en neurosciences et Jamy. Mais c'est assez fou la vie, quoi. Ah, les liens viennent de nulle part, ouais. Ouais. Olivier, tu as coécrit d'ailleurs une BD avec Hervé Loiselet et dessinée par Violette Weiss pour les éditions La Boîte à Bulles il y a quelques temps. Peux-tu nous parler en quelques mots de ce bouquin ? Ouais, alors ça, c'est une autre partie de mes passions. Exactement. Je suis très passionné par tout ce qui est philosophie et spiritualité. Et avec mon ami Hervé, on s'est dit qu'il n'existait pas aujourd'hui d'ouvrage qui présentait une vision, d'ouvrage accessible, entre autres de BD, qui présentait une vision un peu globale de ce que c'est que la spiritualité, qu'on a un peu tendance aujourd'hui à opposer bêtement à la science. D'ailleurs, pour rebondir à ta petite chronique précédente, pour moi, la problématique, elle vient surtout du fait que les gens s'imaginent que la science est une croyance, alors que la science, c'est au contraire un espace rationnel dans lequel la croyance n'a pas spécialement de place. Et que du coup, il y a des amalgames qui sont faits de manière un petit peu oiseuse. Et que c'est pas parce qu'une IA est impliquée que la question qui est en jeu, c'est la science, mais c'est une question de philosophie avant tout. Et de savoir est-ce qu'on peut programmer la philosophie plutôt. On peut envisager un mini-débat là. Merci en tout cas pour avoir commenté ma chronique. Ça me fait très plaisir. Mais très très intéressant. C'est une vraie question aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Mais donc du coup, à travers cette BD, on voulait présenter un peu une vision globale des différents courants religieux et spirituels. Bon, il n'y a pas tout, évidemment, mais quand même un panel le plus large possible pour mettre en évidence les passerelles, les correspondances, et surtout rappeler qu'avant tout, il y a une espèce d'espérance commune derrière tout ça, et essayer de faire en sorte de tamiser un petit peu les différences. Ok. Tu as une question, Chandron ? Pas forcément une question, plus une réaction. C'est vrai que c'est assez passionnant. Je suis assez passionné aussi par les spiritualités. Je trouve ça vraiment top de le faire sous forme de BD. Ça a été pas mal fait sous forme d'écrit. Je recommande notamment le petit traité des religions de Frédéric Lenoir, qui fait vraiment un résumé chronologique, technologique, sociétal de l'évolution des religions. Je sais plus qui disait, et je trouve la phrase assez stylée, la science explique comment et la spiritualité explique pourquoi. Ouais, et moi je fais partie de ces scientifiques qui pensent que chacun doit rester dans son couloir. Et c'est vrai que j'ai trouvé la chronique de Monsieur Sifi hyper intéressante parce que je pense qu'il faut aussi recaler la science dans son contexte. Pour moi, la science, c'est avant tout un outil. Donc, comme n'importe quel outil, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est quand même un outil qui est principalement basé sur la statistique. Moi, par exemple, j'ai fait des neurosciences, beaucoup de biologie médicale. C'est basé sur les statistiques. Donc, tout ce qu'on peut dire avec l'outil scientifique... Sur des faits. On peut dire des choses constatées. On peut dire que c'est le plus probable. Mais je pense que le débat de savoir si... je ne serais pas de ceux qui vous diraient que la science détient la vérité. Parce que la vérité, c'est quasiment une notion philosophique et que la biologie est bien plus élégante que nos capacités intellectuelles nous permettent de l'envisager, en fait. Donc c'est vrai que moi, je fais partie de ces scientifiques qui sont plutôt modérés et j'aurais tendance à dire que la science est un outil d'analyse et d'observation du monde qu'il faut aussi savoir prendre parfois avec des pincettes parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on n'est pas foutu d'expliquer avec la science, peut-être parce que ça dépasse en fait son cadre d'analyse. Donc c'est vrai que moi je suis de ceux qui pensent qu'on doit utiliser, si on en a envie, la spiritualité comme source de compréhension du monde au même titre que la science sans opposer les deux. Pour moi les deux sont parfaitement complémentaires. Ok. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'effectivement on est ensemble. Qu'il faut rappeler parce que voilà, la science ne va pas avoir toutes les réponses. Par définition, la science, elle va créer des réponses sur la logique. Donc, elle crée un cadre expérimental. Quand elle crée un cadre expérimental, elle choisit sciemment d'éliminer certaines variables pour pouvoir en faire ressortir d'autres. Exactement. Mais la science est incapable d'offrir une vision synthétique avec toutes les variables. Exactement. C'est pas son objet, c'est pas son but. Quand j'entends des gens me dire, voilà, je crois dans la science, mais du coup, c'est de la superstition. Ouais. Elle n'est pas là pour ça. C'est pas son objectif.
La science est remise en question en permanence. Et d'ailleurs, la vérité d'hier est rarement celle d'aujourd'hui, parce que c'est ça tout l'objectif de la science. Moi, quand j'étais scientifique et quand je menais des expériences, en vrai, mon rêve, c'était quoi? C'était pas de valider la théorie de l'évolution. C'était de me dire, mais putain, imagine, j'arrive à l'invalider, on oublie Darwin. Remettre en cause. Ah bah ouais, c'est Chandru Kumar qui devient la star de la science, tu vois. Donc, la remise en cause, d'ailleurs, des théories d'Einstein récemment, par le prix Nobel de physique. Donc voilà, il y a des choses comme ça, des choses qu'on pense établies, et 100 ans après, on dit, en fait, après, si je peux apporter un commentaire sur la spiritualité, je pense que la spiritualité est une manière de se mettre d'accord avec soi-même, c'est-à-dire d'apaiser l'esprit vis-à-vis de la compréhension qu'on a du monde. Mais enfin non, c'était assez court, Phil, je te rassure. Mais non, voilà, c'est parce que là on a fait un petit point spiritualité et boum, la science, elle en a. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses, Chandru, mais c'est complémentaire. Je n'ai pas de spiritualité propre, je suis assez athée comme personne, et c'est vrai que ce n'est pas pour contredire les propos que je viens d'entendre, il y a des gens qui croient en la science. Moi, j'incite par exemple ma gamine à s'orienter sur effectivement la démarche scientifique, non pas à croire en la science, c'est pas prendre les choses comme acquis, car comme on vient de le dire, il faut remettre les choses en question en permanence pour avancer, pour faire avancer justement la compréhension du monde. Bien sûr, et puis si je peux me permettre, faut pas oublier que l'espèce humaine a au minimum 400 000 ans d'existence. Ouais. La science occidentale telle qu'on la pratique actuellement, si tu veux, elle a 200 ans. Ridicule, ouais. Au maximum, on remonte à Aristote. Qui disait beaucoup de conneries. Effectivement, et si on doit être très concret, il me semble que c'est 90% de la pharmacopée actuelle, c'est-à-dire 90% de ce qu'on utilise pour faire des médicaments et tout ça, sont des choses qui étaient déjà connues bien avant la science, et il y a beaucoup de médicaments qu'on utilise aujourd'hui, dont on observe une efficacité, on est incapable de dire mécanistiquement comment ça fonctionne, quelle molécule est changée, quelle cellule, donc moi je fais quand même un gros appel à la modestie en fait là-dedans, en disant on sait des choses, et on croit savoir des choses et c'est top, mais je ferai cet appel à la modestie là dans la spiritualité aussi, et en vrai je ferai cet appel à la modestie là dans tout, parce que si on doit parler théorie des cordes, ça se trouve vous n'êtes qu'une simulation tous, donc et là je vais me réveiller d'un rêve. 2 semaines, c'est ça. Bienvenue dans la matrice. Avec plaisir. Appelez-moi Néo.